Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite finalement du cours sur la guerre froide. Dans un premier temps, nous avons vu donc la mise en place d'un monde bipolaire. Nous avons parlé aussi finalement de la mise en place de la décolonisation et du choix d'un certain nombre de nations de suivre l'un des deux grands ou tout simplement finalement de choisir une troisième voie. Aujourd'hui, nous allons voir finalement comment cette guerre froide se met véritablement en place et quelles sont les grandes étapes qui vont la constituer. Ça va servir le travail que vous allez me rendre pour le retour, c'est-à-dire la mise en place de votre frise chronologique, qui va partir finalement de 1945 et qui ira jusqu'au monde actuel, donc elle va balayer une grande partie de la guerre froide. Pour faire le travail préparatoire, vous avez fait normalement, enfin j'espère, la vision de deux vidéos, la première sur Berlin, la deuxième sur la crise de Cuba, dont nous servirons tout à l'heure. Vous avez aussi réalisé un DM sur la ou les crises de Berlin. Ça, nous y reviendrons. J'ai pas encore reçu chacun de vos travaux, donc j'espère que ça va arriver vite, si vous voulez qu'on puisse s'en servir au maximum. Et puis on va essayer de travailler avec la vidéo pour voir les explications et tout ce qui vous est utile. Donc par certains moments, je vous ferai des pauses. Vous vous inquiétez pas, vous aurez aussi des documents à aller voir. Normalement, ça devrait bien se passer. En plus, comme c'est une vidéo, vous pouvez y aller à votre rythme. Alors avant toute chose, la guerre froide et ses conséquences, c'est l'idée de quelles sont les grandes étapes qui vont mener d'une guerre froide au monde tel que vous le connaissez actuellement, puisque vous, quand on vous parle du RSS, normalement, ça ne vous parle pas spécialement beaucoup, sauf si vous regardez des anciennes séries, où là, on vous parle souvent des soviétiques, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de la propagande. Dans un premier temps, on va voir comment, alors que nos alliés étaient relativement solidaires, on va arriver à une période de très vives tensions. Ces tensions, elles vont naître dans un premier temps dans la ville de Berlin. Berlin, je vous l'ai déjà précisé en classe, c'est véritablement une ville emblématique dans la guerre froide. C'est celle où, quand tout se passe bien entre les deux grands, la solution ou la situation est relativement calme, relativement apaisée. Par contre, quand il y a une décision qui monte l'un des deux grands contre l'autre, automatiquement, Berlin devient une ville où il y a beaucoup de problèmes. Berlin, durant la période de la guerre froide, c'est la capitale mondiale de l'espionnage. C'est là que tous les espions se retrouvent pour essayer de tirer les informations, c'est là qu'on s'échange les prisonniers, c'est là qu'on essaie finalement de traiter, de mettre en place une certaine forme de diplomatie. Donc c'est une ville extrêmement importante. La ville de Berlin, je vous montre avec le manuel directement, c'est là que va avoir lieu la première grande crise qui va découler finalement de la Seconde Guerre mondiale. Si vous vous souvenez bien, cette ville, elle est occupée d'un côté par les soviétiques, qui occupent à peu près la moitié de la ville, et l'autre moitié a été subdivisée en trois grandes parties d'occupation entre les Américains, les Anglais et les Français, qui eux ont tendance à toujours coopérer. Comme la ville est située en plein dans la zone occupée par les soviétiques, ce qu'on appellera plus tard l'Allemagne de l'Est, la principale problématique, c'est que Staline veut récupérer l'intégralité de la ville. Pour ce faire, il met la pression aux trois autres alliés et il décide d'instaurer un blocus pour empêcher toutes les ressources de rentrer dans la ville de Berlin et d'approvisionner la population. Qu'à cela ne tienne, les Américains, ainsi que les autres puissances, vont décider de ravitailler avec des avions toute la ville de Berlin pour que la population puisse tenir le plus longtemps possible. On va construire en urgence des aéroports. C'est le cas principalement de Tempelhof, qui est toujours de nos jours le principal aéroport de la ville. Et vous avez finalement des myriades d'avions, c'est jusqu'à 100-200 avions par jour, qui vont ravitailler la ville de Berlin pendant des mois et des mois. Au final, Staline décide de renoncer, ça lui coûte cher aussi d'un point de vue opinion, et puis se rend compte que finalement les Alliés, derrière les Américains, n'ont pas l'intention de lâcher. Jusque-là, c'était relativement clair. Le problème, c'est que par réaction, il va quand même décider que les territoires qu'il occupe en Allemagne, il va les regrouper dans un nouvel État communiste qui va s'appeler la RDA, la République démocratique allemande. En face, vous avez aussi la naissance de la RFA, qui est la République fédérale allemande, qui elle regroupe les trois parties occupées par les Américains, les Français et les Anglais. D'un côté un pays communiste, de l'autre côté un pays qui se veut capitaliste, et une ville de Berlin qui se retrouve totalement piégée en plein milieu de cette histoire.
Toute la partie occidentale, donc les anciens territoires occupés par les trois alliés, se retrouve enclavée, donc totalement entourée par le territoire de la RDA. C'est un gros problème pour la direction, finalement, pour le gouvernement de la RDA. C'est un gros problème aussi pour Staline et ses successeurs, puisqu'on se retrouve avec une ville qui est une vitrine du capitaliste, dans laquelle on peut rentrer sans trop de problèmes, et qui se retrouve ouverte, finalement, à l'ensemble de la population de RDA, et indirectement aussi, des populations qui viennent de l'Est, qui vont se réfugier en masse, en quantité, finalement, dans la ville de Berlin. Leur but, c'est pas de rester à Berlin, c'est de rentrer dans la ville de Berlin-Ouest, de prendre un avion et de pouvoir trouver refuge aux États-Unis, en RFA, ou dans une autre région, finalement, qui soutient le bloc de l'Ouest. À titre d'exemple, je vous conseillerais d'aller regarder un film un peu ancien de 1966 qui s'intitule Le rideau déchiré, qui parle justement de scientifiques américains qui trouveraient soi-disant refuge en RDA, à Leipzig et à Berlin, et voir finalement comment ça se passe pour eux. Toujours dans le cadre finalement de cette guerre froide, Berlin va donc être le théâtre de nouvelles opérations quand, de guerre-là, finalement, les autorités de RDA et de Moscou décident de bloquer les populations et de les empêcher d'intégrer finalement la ville de Berlin. Au final, en 1961, on prend une décision qui est relativement grave, relativement importante. Le président décide de former un mur qui va entourer entièrement Berlin-Ouest pour l'isoler finalement du bloc soviétique et éviter que les populations ne puissent se retrancher. Ce mur, il aura des conséquences relativement importantes puisqu'il va couper la ville en plein milieu, on va bloquer un certain nombre de bâtiments, on va empêcher des populations de croiser des membres de leur propre famille ou des amis pendant finalement des décennies. Cette situation va même être très dramatique puisque des gens vont quand même tenter de passer et on va organiser finalement des no man's land, des miradors et des soldats surtout qui sont appelés à tirer à vue directement sur les populations qui tentent de s'enfuir. Cette situation va durer jusqu'en 1989, c'est ce que vous avez vu finalement sur la vidéo, et ça va avoir des conséquences assez dramatiques sur la population allemande. De nos jours encore, on trouve des différences entre l'ancienne Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, sur les populations allemandes et sur la façon de voir le monde, et tout simplement de gérer l'économie mondialisée telle qu'elle est actuellement. Cette ville de Berlin, elle est emblématique, mais il va y avoir un certain nombre d'autres crises qui vont largement perturber, largement activer les défenses entre les Américains et les Soviétiques, même s'ils ne veulent jamais entrer en guerre directement l'un contre l'autre. Ils savent très bien qu'ils possèdent l'arme atomique et que ça pourrait dégénérer et provoquer une guerre nucléaire. Si nous avons vu qu'en 1945 et 1949, les États-Unis et l'URSS possèdent l'arme atomique, très rapidement, on va voir aussi, en 1952, le Royaume-Uni être doté de l'arme atomique fournie par les Américains, et les Français, en 1960, se doter de leurs propres ogives, et donc finalement de leur propre technologie atomique. Parmi les autres grandes régions qui vont connaître des difficultés pendant cette guerre froide, vous avez la Corée, divisée en deux, et en 1950 jusqu'en 1953, la Corée du Nord décide d'attaquer la Corée du Sud. Les Américains interviennent directement pour soutenir les Sud-Coréens. Et c'est la menace finalement de l'intervention entre les Soviétiques et aussi les Chinois qui va pousser petit à petit finalement les Nord-Coréens et les Sud-Coréens à signer une armistice et non pas une paix et de retrouver les frontières originales. Cette frontière est toujours la même de nos jours et elle pose encore un sérieux souci puisqu'il n'y a justement toujours pas de traité de paix entre les deux pays. C'est toujours finalement un armistice qui est en place. Autre grande crise importante qui va avoir lieu sur cette période, c'est la crise de Cuba. Cette crise de Cuba, vous l'avez vu en résumé sur finalement la vidéo. Je n'y reviens que très rapidement pour vous rappeler finalement que cette crise de Cuba, ça a été la pire crise qui a eu lieu pendant cette période de tension entre les deux grands. C'est la première fois où on a cru véritablement que les deux grands allaient se déclarer la guerre et surtout utiliser de l'arme atomique. Ça a provoqué un tollé international, une réaction internationale et surtout la volonté de trouver un moyen de détendre l'atmosphère. Ce sentiment s'est trouvé aussi à Washington et à Moscou. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Dernière crise dont je vais vous parler rapidement, c'est quelque chose qui a eu lieu finalement sur
la période aussi, c'est la fameuse guerre du Vietnam, au cours de laquelle les Américains vont intervenir pour soutenir le Sud-Vietnam capitaliste face au Nord-Vietnam qui était communiste. C'est une guerre qui est toujours traumatique pour les Américains, puisque si sur le terrain ils ont gagné, au final, ils ont perdu parce que la population les a lâchés et qu'ils n'ont pas réussi finalement à garder une avancée sur place. Le Vietnam va être réunifié à la fin de cette guerre et tout simplement va devenir une entité communiste qui va soutenir l'Union soviétique. J'en profite pour vous donner tout simplement un certain nombre de conseils de lecture ou conseils filmographiques, ici principalement filmographiques sur le sujet. Pour ce qui est de l'histoire de Berlin et surtout finalement de comment vivent les habitants de la RDA et le sentiment d'attachement qu'ils avaient quand même à ce modèle communiste, je vous conseille le film qui s'appelle Goodbye Lénine, qui est un film finalement qui parle de l'après chute du mur de Berlin et comment des populations peuvent se raccrocher un petit peu à leur passé au travers d'un personnage qui veut rappeler à sa mère finalement le passé puisqu'elle sort juste d'un coma. Autre film que vous pouvez avoir sur la chute du mur de Berlin, un petit peu plus d'action, c'est Atomic Blonde avec Charlize Theron, qui redonne assez bien l'atmosphère des derniers jours finalement de la guerre froide. Je vous le conseille vivement pour avoir une petite idée finalement du jeu des espions et de comment ça se passait sur place à la fin. Pour ce qui est de la guerre du Vietnam, je vous conseille 2 films. Alors les 2 grands classiques, le premier c'est Apocalypse Now. Il est un petit peu trash, donc c'est pas forcément pour tout le monde. Vous voyez que vos parents s'ils vous permettent de le voir ou pas. Ça vous parle de la guerre au Vietnam et surtout des dérives qu'il y a pu y avoir, qui expliquent en partie pourquoi les Américains n'ont pas toujours pu garder leur position sur place. Le deuxième, c'est un film qui s'appelle Né un 4 juillet, avec Tom Cruise. C'est un film qui vous parle aussi bien de la guerre du Vietnam que du retour du Vietnam, et qui explique relativement bien finalement ce que je vous expliquais, cette idée que c'est traumatique pour les Américains, et que qu'est-ce qu'on fait de ces vétérans. C'est un film qui fait étrangement un parallèle avec tous ces vétérans qui reviennent actuellement d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak. Et donc on se rend compte que finalement les Américains n'ont pas fait le deuil d'un certain nombre de problèmes liés à la guerre froide. Toujours dans le cadre de notre conflit, maintenant je fais une toute petite parenthèse qui va être consacrée à de la musique. Tout simplement, je vous ai dit pendant la crise de Cuba, on avait tellement peur que l'un des 2 chefs d'État appuie sur le fameux bouton rouge. Il est finalement que les bombes nucléaires allaient partir et qu'en réaction les armes de l'autre côté allaient partir aussi, qu'un certain nombre d'artistes ont écrit, ont composé sur ce thème-là. Alors moi je vais vous parler finalement de 2 œuvres. La première elle s'intitule Russians, elle est de Sting. Sting c'est un ancien membre du groupe Police. Et Russians c'est une œuvre relativement intéressante. Si on prend finalement les paroles de cette chanson, ça commence par l'idée que en Europe, en Amérique, on est un peu hystérique, on a peur de ce qui a été dit par les soviétiques, qui auraient prétendu finalement qu'ils vont nous enterrer vivants. L'idée de Sting dans cette chanson, dans cette œuvre, c'est de dire que lui, il n'a qu'un seul espoir, c'est que les Russes aiment leurs enfants aussi. C'est-à-dire que pour lui, le président Khrouchtchev, donc le président de l'Union soviétique à cette époque, il espère qu'il va rappeler ses bateaux et qu'en rappelant ces bateaux, finalement, la guerre nucléaire ne va pas être déclenchée. Que si les soviétiques pensent pouvoir gagner la guerre en s'implantant à Cuba, pour lui c'est une erreur, puisque si jamais une guerre nucléaire devait éclater, certes ils tueraient les Américains, mais les Russes prendraient des bombes atomiques eux aussi, et risqueraient très facilement de disparaître de la surface de la Terre. C'est finalement le refrain de la chanson, l'espoir que les Russes aiment leurs enfants. On pourrait dire aussi l'espoir que les Américains aiment les leurs aussi et ne décident pas d'enclencher finalement directement la guerre aussi. Même si cette chanson a été écrite bien après la crise, elle parle finalement d'un profond malaise qui était vraiment palpable à cette époque. L'autre chanson dont on va parler, c'est un clip que vous allez regarder à la fin de cette séance. C'est un clip allemand de Nena. Nena, c'est un groupe allemand de l'Allemagne de l'Ouest qui tout simplement a écrit une œuvre qui s'appelle 99 Luftballon, donc c'est-à-dire 99 ballons aériens. C'est l'histoire, vous verrez. La chanson, je vous ai mis le nouveau clip qui a été tourné avec Arte il y a quelques années, où Nena reprend sa chanson. Il y a un couplet
en français, donc ça vous permettra de comprendre un certain nombre de choses, mais surtout les visuels sont relativement parlants. Alors il faut que je vous donne un tout petit contexte. Quand Nena a refait cette chanson, c'est le moment finalement où les tensions entre les États-Unis de George W. Bush et la Russie de Vladimir Poutine connaissaient un certain nombre de tensions. Donc tout bêtement, au lieu de prendre les chefs d'État de l'URSS et des États-Unis de la guerre froide, on a fait un parallèle avec les chefs de notre époque. C'est aussi intéressant de voir le lien entre la guerre froide et ce qu'on va appeler tout bêtement le monde actuel, ce que nous verrons dans pas très longtemps. Pour finir sur cette partie, je vais vous montrer maintenant une caricature qui vous présente ce qu'on a appelé finalement la course à l'armement. Finalement, pendant cette guerre froide, les deux grands ont toujours cherché à être supérieurs à l'autre économiquement, technologiquement, mais surtout d'un point de vue militaire. Or, ce point de vue militaire, c'est surtout par la bombe atomique et avec la dangerosité de ce que ça pourrait apporter. Donc, je vous présente tout de suite le document. Sur cette caricature, donc, on distingue d'un côté Khrouchtchev, de l'autre côté Kennedy, qui sont en train de faire un bras de fer. Pour faire ce bras de fer, on voit qu'ils sont assis sur deux bancs, qui sont en fait deux bombes atomiques, et que ces deux bancs sont reliés tous les deux à un bouton, de part et d'autre, qui peut s'expliquer de deux façons. Première chose, celui qui aura peur de perdre le bras de fer risque d'appuyer sur la bombe pour enclencher finalement une attaque nucléaire. Simplement, si on réfléchit bien, même celui qui gagnerait ce bras de fer, sa main, finalement, enclencherait chez l'adversaire l'envoi d'une bombe aussi. On a l'impression que, finalement, au travers de ce document-là, rien n'est possible. Que l'on gagne, que l'on perde, au finalement, l'humanité risque d'être détruite. Et ça, c'est véritablement la hantise qu'on va avoir à cette époque, l'idée que l'humanité ne peut pas survivre à un conflit entre les deux grands. Ça explique en grande partie pourquoi ils ne vont pas s'attaquer directement, mais ils vont essayer plutôt d'agir en passant par les États satellites, par leurs alliés et par les différents, finalement, conflits qui vont avoir lieu un petit peu partout.